This podcast is brought to you by HEC Paris. Ce que je ambitionne de vous montrer, c'est un schéma global des différents moyens donc, dont l'entreprise peut disposer pour aller vers l'innovation et la co-innovation. Mais pour arriver à ce schéma, il va falloir passer par deux étapes. Parler un petit peu de parcours, et puis après de parler un peu des paradigmes de l'innovation. Ça va vous rappeler certains aspects évoqués par Christophe Miller tout à l'heure, mais ça va compléter plutôt. Alors, assez rapidement, on cherche à quoi en innovant? On cherche quoi? On cherche à atteindre le petit carré là, qui est en bas à droite, c'est-à-dire faire des nouvelles propositions de valeur. Hein. C'est ça l'objectif, si on le résume. Et puis, il y a plusieurs façons d'y arriver. Il y en a au moins trois. C'est la propre entreprise qui est là-haut, l'espèce de bulle un peu ovale, qui va mobiliser ses moyens, ses compétences, ses connaissances, et puis qui va aller directement, avec un processus qu'on ne va pas détailler pour le moment, il va aller directement vers ses propositions. Cela dit, des fois on peut chercher à se diversifier, trouver des nouveaux axes, et là on va à la gauche, là-bas, tout au bout à gauche, et on va mener, alors je ne vous dis pas comment, pas spécialement comment, on va essayer de trouver ces nouveaux axes, et ces nouveaux axes vont nous permettre d'aboutir à des nouvelles propositions. Et puis troisième chemin, on sait qu'il va falloir jouer sur un marché un peu plus large, et il va falloir peut-être trouver d'autres acteurs, hein. Et ces acteurs vont nous aider à faire ces nouvelles propositions. Et puis toutes les flèches intermédiaires, il y en a dans tous les sens. On peut définir des nouveaux axes, arriver à la conclusion qu'on ne va pas y arriver tout seul et qu'il va falloir prendre des nouveaux partenaires pour faire ces nouvelles propositions. Vous voyez ces trois types de parcours. Bon. Maintenant, on va parler des paradigmes de la conception, alors, qui ont été évoqués par Christophe tout à l'heure. Il y en a deux ou trois. Alors pourquoi trois? Parce que le troisième, c'est une combinaison des deux premiers. Alors j'ai pris quelques images un peu symboliques. Alors l'innovation vue comme le résultat de la recherche. Alors ça, c'est une école assez traditionnelle, assez ancienne. Hein. IBM, par exemple, les laboratoires de recherche fondamentale d'IBM ont produit tout un tas d'idées. Enfin, pas des idées, des tas de technologies. On travaille sur des technologies en se disant, dans le tas, il y en aura bien qui vont finir par faire des innovations de marché. Un exemple archétypal, c'est Edison, bien qu'il ait un côté industriel assez prononcé. Mais enfin, il faut bien illustrer. Deuxième approche, l'approche par la créativité. Et là, j'ai pris comme tout le monde, j'ai pris le monsieur que vous connaissez bien, Philippe Stark, la créativité comme moteur de l'innovation. Donc on produit des idées, plein d'idées, et ces idées, dedans, il y en aura qui vont faire ce qu'on appelle des killer apps sur le marché. Et puis la combinaison des deux, c'est-à-dire on va prendre créativité et on va guider cette créativité par les connaissances. Hein. Puisque là-haut c'est plutôt de la connaissance, en dessous c'est la créativité. Et là, comme illustration, alors vous avez Steve Jobs, hein, dans les célébrités, vous avez Christophe Miller, maintenant vous allez avoir trois autres dans l'école des mines de Paris. J'ai pris comme exemple, donc c'est Benoît Weiss, c'est Armand Hatchwell et c'est Pascal Lemasson, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres qui travaille sur la théorie de conception CK, donc c'est pour concept et K pour connaissance, où ils associent intimement les deux. Je vais vous donner un petit exemple tout à fait caricatural de ça. On revient quelques années en arrière, on arrive à l'invention de l'horloge atomique. L'horloge atomique par la recherche. On aurait pu se poser la question, comment mettre l'horloge atomique en tant qu'invention à la disposition des clients, enfin des particuliers comme vous et moi, pour qu'ils aient une heure précise. Vous voyez bien qu'il y a un fossé entre l'horloge atomique et puis l'utilisation du grand public. Donc on n'est pas du tout garanti que cette approche par la recherche nous amène effectivement à des choses qui vont aller facilement sur le marché. Vu par le créatif, ça aurait pu être, qui n'a pas la technologie, ça aurait pu être, tiens, j'ai une idée super créative, je vais faire une montre, éventuellement jolie, et puis sur cette montre, il y aura un affichage où ce sera marqué « Maintenant ». Et du coup, vous avez l'air, monsieur, absolument, oui, je peux vous le donner précisément, il est maintenant. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas le support de la science. L'assemblage des deux, ça pourrait être, en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Une innovation qui permette à des gens d'avoir l'heure assez précisément, et on va analyser ça au sens, c'est quoi les connaissances qu'on a? Qu'est-ce que c'est que donner l'heure? C'est deux choses au moins, c'est la produire, et puis c'est l'afficher.
Et on pourrait, avec les connaissances comment on produit l'or éventuellement par une horloge atomique, on produit l'or éventuellement par des mécanismes à quartz. On va envisager toutes ces possibilités et on peut arriver à la solution. Eh bien, si on découpe les deux, la production, ce sera une horloge atomique à Francfort et l'affichage, ce sera une montre sur le poignet de quelqu'un avec ce qu'on appelle une montre avec radio-contrôle de l'heure. Vous voyez, donc c'est ce genre de démarche où on associe connaissance et créativité nous permet d'avoir des produits qui peuvent être relativement innovants et sortir d'ailleurs du dominant design dans lesquels évidemment normalement la production d'or est produite localement. Bon. C'était pour exemplifier ça. Ce que j'ai mis à côté là, les considérations, c'est juste comme ça, c'est pas pour lancer un débat sur qu'est-ce qui est le mieux. Bon, vous avez compris quelle était mon opinion là-dessus, hein, mais globalement il ne s'agit pas de lancer un débat là-dessus, c'est juste quelques éléments. Donc on a maintenant nos trois paradigmes d'un côté et on a nos parcours. Je suis amusé à combiner tout ça pour avoir ce schéma-là. En fait, on a donc les parcours et puis à un moment ou à un autre, là quelque part, il va falloir évidemment produire les idées. Donc d'où l'assemblage et le fait que ça se trouve en dessous des trois. Bon. C'est ça qui va me servir à parler de moyens, à caractériser les moyens. En gros, qu'est-ce que ça montre ça? Ça montre qu'il y a trois processus importants. Le premier processus, c'est acquérir ou produire du contenu, des idées, des choses comme ça, des connaissances. C'est un processus important qu'il va falloir favoriser. Le deuxième processus, c'est si on ne fait pas tout seul, c'est acquérir des relations, des partenaires ou des choses comme ça. Travailler, donc ça peut être des partenariats où tout le monde est au même niveau, ça peut être des partenariats entreprise-recherche, il y a tout un tas de possibilités diverses et variées. Et puis le troisième, c'est l'organisation de la conception, un troisième processus. Et c'est à partir de ces trois entrées-là, de cette grille d'analyse, que je vais vous proposer donc cette cartographie qui va venir donc par morceaux dans le schéma d'après. Alors, on reprend notre grille d'analyse qui est là-haut, et puis on va commencer à détailler ce qui est à gauche. Alors, acquisition, production de contenu, selon ce que je vous ai dit, c'est recueillir des connaissances, c'est construire des connaissances, et puis c'est recueillir ou produire des idées. Et qu'est-ce qu'on a en face en tant qu'entreprise? Comment on peut faire ça? Alors, il y a ce que vous connaissez bien, la veille, évidemment. La veille, alors, on peut la caractériser ou on peut la détailler. Ça peut être une veille sur des informations marketing, ça peut être une veille sur des informations technologiques, veille brevet, toutes ces veilles possibles et imaginables. À côté, vous avez quelque chose d'un peu plus récent. Je n'ai pas dit que la veille était quelque chose de vieux. J'ai dit simplement que c'est un processus plus connu, plus classique. Plus récemment, les news participatives. Alors moi, je dois donner ce nom-là, c'est pas un nom particulièrement référencé, mais je l'utilise parce qu'on le fait chez nous. C'est-à-dire que les informations de veille, c'est une chose, mais c'est encore mieux quand elles sont discutées. Et donc, c'est à l'intérieur de l'entreprise où on a des flux qui arrivent et où les chercheurs, les experts vont aller les commenter, vont éventuellement faire des synthèses, vont faire des choses comme ça. Et donc on va donner une valeur, on va contextualiser d'une certaine manière ces informations de veille en leur donnant un sens plus proche pour l'entreprise. Donc ça, c'est des choses tout à fait intéressantes à faire. Si on regarde maintenant le petit faux carré, faux rectangle d'à côté, construire des connaissances, il y a la démarche classique qu'on a évoquée tout à l'heure, par la R&D, avoir une R&D, cette R&D qui va construire ces connaissances. Vous avez des choses un peu plus récentes. Alors il y en a une. Alors oui, le code couleur rouge, ça veut dire que c'est en interne, et bleu, ça veut dire que c'est plutôt en interne externe. La plateforme, si je prends le bleu, la plateforme de résolution de problèmes externes. Alors ça, vous allez voir juste après moi, c'est Albert Mèche qui va vous parler de ça. C'est les plateformes de type Innocentive pour la plus connue, l'américaine, mais lui va nous parler d'une autre française qui s'appelle Présence. Vous connaissez un peu le problème, c'est on pose des questions à l'extérieur et on compte sur un réseau, je n'en dis pas plus, pour un réseau d'experts et de chercheurs pour aider à résoudre ces problèmes. Mais on peut faire la même chose en interne, ça relève de l'intelligence collective, ça se fait pas très très souvent. Souvent les entreprises sont organisées par silos de compétences, par silos d'activités. Et finalement, vous êtes dans un de ces silos, vous avez un problème, c'est assez difficile en général d'avoir la solution qu'on pourrait avoir par un autre silo, parce que vous avez d'autres départements, d'autres compétences qui travaillent sur des sujets différents, mais qui mobilisent les mêmes compétences et qui pourraient vous aider. Donc la mise en place de cette plateforme où finalement on pose ces questions en interne et on essaie de les résoudre entre équipes, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose d'extrêmement productif. C'est-à-dire que vous apercevez que finalement la réponse à votre solution, elle était 2 bâtiments plus loin, un étage au-dessus. Bon. Donc
c'est des choses qui sont... alors ça se base évidemment de plus en plus sur des technologies de type plateforme d'échange web, sur des intranets ou des choses comme ça, bien sûr. Et puis vous avez aussi quelque chose qui existe depuis pas très longtemps, les plateformes donc, de mise à disposition. Alors je l'ai mis en dessous de ça, mais on aurait pu aussi bien le mettre sur l'acquisition et la production de relations. C'est les plateformes qui permettent de montrer qu'on dispose de technologies et de les vendre ou de les acheter. Hein, c'est Yad2Com par exemple qui est un exemple de ce type de plateforme. On va continuer, recueillir et produire des idées. Alors il y a plusieurs dispositifs possibles. On va prendre celui totalement à droite, l'innovation participative, hein, c'est quelque chose qui est assez connu maintenant. Aujourd'hui c'est mis en numérique, c'est-à-dire c'est des plateformes sur lesquelles les acteurs d'une entreprise, en général les salariés, vont proposer des idées. C'est assez intéressant. Par contre, la difficulté autour de ça, c'est que les idées, elles sont venues donc des salariés, elles ne sont pas forcément guidées par des considérations d'entreprise. Hein, on peut pas, on ne traite pas d'un thème précis. Il y a de tout dans les idées. Il y en a beaucoup, une partie non négligeable de l'ordre de 80 à 90% selon les entreprises, qui sont des idées autour de l'amélioration de la sécurité, par exemple, au travail, ou des choses comme ça. Et qui peuvent être donc en application plutôt locale. Ça donne donc pas forcément lieu à des innovations pour une entreprise. Bon. Mais c'est un processus tout à fait intéressant. Et puis les challenges internes, où là c'est plutôt mobilisé par les directions d'innovation qui essayent de lancer des concours de réflexion sur tel ou tel thème et avoir des idées de la part des salariés. Donc ça c'est carrément interne. Si on va sur l'externe, le crowdsourcing d'idées. Alors le crowdsourcing, excusez-moi pour ce terme, ça se traduit, mais c'est pas très joli non plus, par l'alimentation par la foule. Hein, alors c'est quoi ce truc-là? En fait, c'est souvent utilisé avec les clients d'entreprise, avec ses clients plutôt particuliers. Donc l'exemple, enfin un des exemples, mais pas forcément connu, c'est une industrie qui vous intéresse pas plus que moi d'ailleurs, l'industrie du t-shirt avec des logos, la fraise, ça s'appelle. Donc vous avez une boîte qui propose à des designers en herbe d'aller proposer des logos, donc sur le site ils proposent des logos, et vous avez les clients potentiels de ces t-shirts qui votent pour ces logos, et quand il y a suffisamment de votes, eh bien l'entreprise réalise le t-shirt. Voilà. Vous voyez, typiquement, on s'appuie, l'entreprise elle fait en quelque sorte valider ses futurs produits par les clients. Très intéressant ça. Alors ça s'applique évidemment pas à tous les métiers. Si on revient à notre exemple des moteurs d'avion, bon, là aussi on le sent pas trop encore, hein. Ça demande réflexion, comme a dit l'interlocuteur d'avant. Mais il y a des domaines où ça peut peut-être s'envisager un peu plus. Quand on a une relation clientèle forte, pourquoi EDF pourrait faire ce genre de choses? Aujourd'hui on le fait qu'à moitié, on pourrait faire ce genre de choses. C'est assez intéressant. Alors c'est quand même qu'un point de vue client, hein. C'est-à-dire que c'est pas le client qui dicte la conception de la boîte, mais par contre on a un retour sur les propositions qu'on peut faire. Et puis entre les deux, bon, un certain nombre de coopérations qui se font souvent avec des écoles d'ailleurs. Ça s'appelle des fois 24 heures pour innover, ou 48 heures, ou les doctoriales, ou plein de choses comme ça, qui sont dans le cadre des parcours, donc des cursus étudiants, de répondre à des questions posées par des entreprises. Donc c'est intéressant pour les écoles parce qu'elles ont des vrais sujets, c'est intéressant pour les entreprises parce qu'elles ont des nouvelles visions. Donc on soumet à des étudiants, des fois d'une seule école, des fois de plusieurs écoles. Par exemple, il y en a un qui s'appelle CPI, Conception d'un produit innovant, pour citer que celui-là, où l'entreprise soumet des sujets, les étudiants vont réfléchir plusieurs semaines ou plusieurs mois, voire un seul week-end, et vont faire des propositions. Donc vision nouvelle. On n'est pas bloqué par évidemment les considérations de prix, de faisabilité, c'est pas le problème, hein, qui sont des considérations purement entreprises, et du coup on peut avoir des choses assez décapantes par moment. Si on vient au deuxième groupe, acquisition production de relations, donc en fait c'est préparer des collaborations, donc trouver des opportunités pour des collaborations. Il y a des dispositifs tout à fait originaux qui ne s'adressent pas forcément aux grandes boîtes. On va commencer par celui le plus à gauche, les Barcamps. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, c'est plutôt orienté PME, PMI, PME surtout, et start-up. Ce sont on pourrait qualifier ça de non-conférences. Une non-conférence, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un organisateur qui propose à des start-up de venir réfléchir sur des thèmes. Donc les start-up s'inscrivent sur Internet, hein, sur un site,
Et le jour où a lieu l'événement, alors Barcamp, ça se passe presque dans un bar, hein, c'est des lieux conviviaux avec des fauteuils, avec de quoi boire. C'est un petit peu du speed dating de l'innovation, ce truc-là. Il ne s'agit pas de venir écouter, il s'agit de venir parler et de présenter ce qu'on fait, ses activités. Et à l'occasion de ces rencontres où chacun donne, il se noue des relations en disant tiens, moi j'ai envie de faire tel business, voilà ma techno. Ah bah tiens, toi tu t'intéresses à ça et tu travailles aussi là-dessus, on pourrait peut-être faire une alliance et on pourrait travailler ensemble. Donc c'est des créateurs d'opportunités. Capital Risqueur, on va pas revenir là-dessus. Et puis j'ai mis séminaire conférence. Vous savez que le risque de parler ici, par exemple, en fait, on est en concurrence avec. C'est quoi un séminaire? C'est surtout un lieu de rencontre. On échange des cartes de bits, on fait des contacts. Des fois, c'est pas le contenu des conférences qui est intéressant, c'est les contacts qu'on noue. Donc c'est un truc qu'il ne faut pas négliger. Il est classique, mais il ne faut pas le négliger. On fait des contacts, on noue des contacts parce qu'on a entendu quelqu'un parler de tel ou tel sujet. Et si on va maintenant sur le dernier pavé, organisation de la conception, il y a plusieurs dispositifs potentiels. Alors, on va prendre celui totalement à droite, le crowdsourcing de conception, par opposition au crowdsourcing d'idées. L'exemple archétypal, c'est l'open source. Des gens qui vont en fait, les utilisateurs, c'est des experts là à droite. Hein. À gauche, c'est plutôt des clients, là, c'est plutôt des experts amateurs, mais des experts quand même. Vous avez un truc, alors je ne sais pas été vérifié qu'il existe encore, qui s'appelle Cambrian House, où c'est une sorte d'incubateur virtuel. C'est-à-dire il y a des entrepreneurs qui vont proposer des idées, et puis vous avez des hacheurs d'idées en face, qui connaissent un peu le métier, qui vont casser les idées, qui vont donc les challenger en fait, et qui vont permettre aux PME, ou enfin aux entreprises, aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs de valider leur modèle. Donc quand je dis ils vont casser, c'est très constructif au demeurant, hein, mais en face c'est des experts, c'est pas des clients lambda. Et puis vous avez trois autres pavés. Alors le premier, laboratoire d'innovation en prestation, c'est un peu lourd comme titre, mais ça veut dire quoi ça? Une entreprise n'a pas forcément les moyens de développer des laboratoires d'innovation. Elle peut avoir les compétences, mais pas forcément les moyens. Et il y a des organismes, alors il y a par exemple Smart System, pour parler de celui-là, qui propose de mettre à disposition différents moyens d'immersion 3D, des choses comme ça. Et pour aider l'entreprise à mieux visualiser ce qu'il propose, à le mettre en situation. Bon, ça commence à se développer, ça. Partenariat d'exploration, quelque chose d'assez rare aussi, même franchement carrément rare. L'exemple que je vais prendre, c'est le Minatech IDs Laboratory. Donc c'est français, hein, comme avec un nom pareil. Ça se passe à Grenoble, c'est le CA d'un côté, puis quelques boîtes comme Bouygues, comme Renault. Nous on y était il y a très peu de temps encore. Où on se met à réfléchir, c'est très amont, hein, du mot exploration. Et on va définir des thèmes d'intérêt comme l'énergie, comme la mobilité, comme des choses comme ça. Et on va essayer de réfléchir ensemble sur ce que pourrait être un scénario dans les années à venir impliquant ce type d'entreprise. Et on va proposer des concepts, de réfléchir sur des concepts. Et après, on va se séparer bons amis avant de rentrer dans le domaine concurrentiel, bien évidemment. Donc c'est assez nouveau et c'est assez intéressant. Et puis les Living Labs. Living Labs, c'est plutôt des sortes d'associations. Enfin, on réunit des collectivités locales, des entreprises, des laboratoires de recherche, et puis des clients potentiels. Et on va essayer de tester. On a une technologie qui est à même de réaliser des services. On va aller la tester chez ces utilisateurs potentiels en vraie grandeur. Donc ça permet à la technologie de sortir du laboratoire, d'être en quelque sorte prévalidée, ou l'inverse d'ailleurs, ou pré-rejetée, sur des vrais terrains, sur des vrais besoins. Ce qui élimine le fait du test en labo qui, par rapport à l'acceptabilité, est souvent très sujet à caution. Je termine, alors oui, excusez-moi, j'avais oublié ça. Alors, l'Open Innovation, il y a plein de définitions diverses et variées. Moi, je donne celle-là. En gros, tout ce qui est cerclé en bleu, là, ça relève de l'Open Innovation. Donc, moi, je la définis comme soit faire appel en interne à des compétences qui ne sont pas dédiées à vos projets, donc typiquement l'innovation participative, et en externe, c'est faire appel évidemment à d'autres acteurs dans le processus de l'innovation, quel que soit le niveau. Ça peut être des idées, comme ça peut être carrément des travaux de conception en dur, si on peut dire. Voilà. Donc avec ça, vous avez en gros, là, bon, c'est peut-être pas complètement exhaustif, mais vous avez une idée de ce qui est offert. Alors, nous, si on regarde ça, on travaille, alors ça c'est pas forcément très intéressant pour vous, mais on essaye actuellement d'adresser là où il y a les petites piques, et on commence des choses avec là où il y a les pointillés. Bon, mais ça on va pas aller là-dessus. Je voulais vous présenter quelque chose là, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps,
Il se trouve que je travaille avec une boîte qui s'appelle Blue Nob, alors je ne fais pas de la publicité plus que ça, par ailleurs, qui est un consultant innovation et qui par ailleurs travaille sur le management de communauté. Et ils viennent de faire une petite étude, une sorte de petit benchmark, avec un indicateur qu'ils appellent le potentiel d'ouverture et de collaboration. Donc il y a 14 entreprises, dont celle-là, qui ont été interviewées sur les aspects, les process d'innovation, sur le degré d'ouverture, l'aspect humain, organisationnel, personnes qui sont dédiées à ça ou pas. Et ils attribuent des notes sur une échelle de 4. Alors, l'échelle de 4, c'est soit je reste en interne, je fais de l'innovation ouverte en interne, donc participative plutôt, soit je m'adresse à mes partenaires habituels, soit je vais aller voir de nouveaux partenaires, ou encore je m'intéresse à l'ensemble de l'écosystème. L'ensemble de l'écosystème, c'est par exemple des laboratoires, ça peut être des chercheurs à l'autre bout du monde, ça peut être évidemment d'autres entreprises, ou ça peut être des collectivités, ça peut être un peu tout ça. Et quand on regarde, il y a 4 secteurs, donc elles appartiennent à 4 secteurs, on s'aperçoit que les secteurs qui ont la meilleure note de 7 là-bas, c'est plutôt les secteurs des nouvelles technologies. C'est pas extrêmement étonnant. Et en fait, même, on peut dire que c'est aussi celles qui ont un caractère international. Donc on se retrouve, vous voyez, sur 14 boîtes comme ça, on a des notes, on voit que ça commence à venir, mais c'est pas encore tout à fait, c'est presque fini d'ailleurs, c'est pas encore tout à fait ça. Et puis si on veut faire des comparaisons, mais sans animosité aucune, ils ont fait une petite étude aussi sur les États-Unis, et on s'aperçoit qu'aux États-Unis, on est plutôt du côté 3 en moyenne que du côté 2 en France. Bon, il y a encore du boulot en France, pardon, mais ça, on voit bien que c'est un problème culturel. Cela dit, c'est, comme on dit, le train est en marche. Voilà, je vous remercie. Please visit us at www.agc.edu.